Donc aujourd'hui, on est avec Florence Moreno, qui est écrivaine et fondatrice de l'association Chiennes de garde, qui lutte contre les violences sexistes dans l'espace public et on vous remercie d'être avec nous. Donc aujourd'hui, nous voulions parler avec vous de votre parcours, de votre engagement dans la cause féministe, mais également de votre avis sur le rapport qu'entretient le féminisme avec la langue française. Donc, une question préliminaire, d'où vient votre engagement féministe? Oh, j'ai raconté ça dans mes mémoires, mes mémoires que j'ai publiées en 14 et je vais vous dire le titre est déjà tout un programme, c'est «Chaque matin je me lève pour changer le monde». Vous voyez le programme? Et mon engagement féministe, c'est parce que j'ai eu la grande chance d'avoir, 20 ans en 68 et 22 ans en 70 quand le MLF a commencé. Alors, quand le MLF a commencé, j'attendais que ça arrive en France, ce mouvement, parce que je sortais de Sciences Po et j'avais fait relations internationales et je savais que ça existait dans d'autres pays, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Italie et je me disais: «Mais quand est-ce que ça va arriver en France?» Donc quand c'est arrivé en France, je me suis jointe à ces pionnières féministes qui avaient un sens de l'humour formidable, qui parlaient de choses dramatiques et pourtant on rigolait tout le temps. Surtout on se moquait des machos. Alors donc je me suis engagée en 71 et jusqu'à ce jour, voilà, ça fait 50 ans, je n'ai pas d'éclé parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. J'aurais peut-être dû vous dire ce que c'est le féminisme parce que c'est un engagement, là j'ai même pas pris soin de préciser, c'est prendre conscience de l'injustice que supportent les femmes et les filles dans ce monde et travailler collectivement, et le collectivement est vraiment important, à un monde de justice et d'égalité. Voilà, c'est ça pour moi le féminisme. Et selon vous, en quoi les mots ont une importance dans cette lutte, dans ce combat? Et ben voilà, pour commencer, vous venez de dire lutte et combat, et c'est des mots que je n'emploie jamais. Parce que il faut toujours penser aux conséquences d'un registre qu'on choisit. Là, vous venez de prendre un registre militaire. En effet, c'est souvent associé, aux gens engagés. Moi, je préfère nettement le mot engagé. Parce qu'une lutte et un combat, ça suppose des victoires, des défaites, peut-être des morts et des blessés. Et moi, vous voyez quelle est ma grandeur d'âme, je ne veux pas la mort des machos. Je pense qu'ils peuvent s'amender. Je pense que nous avons tout à gagner à coopérer, hommes, femmes, féministes et non féministes, et que c'est une humanité pacifiée et meilleure qui pourrait sortir de notre engagement. Parce que le féminisme, c'est d'abord et avant tout de la pédagogie pour expliquer ce qu'on ne comprend pas forcément, pourquoi c'est tout à fait injuste ce système, pourquoi ça n'est pas destiné à durer dans la mesure où tant de choses ont changé depuis 2 siècles. Alors, donc, je ne considère pas ça comme un combat, mais je suis une des rares féministes à ne pas employer ce vocabulaire qui vient à l'origine de l'extrême gauche dont ont fait partie les premières féministes françaises des années 70. Moi-même, je me considère comme totalement révolutionnaire, mais dans la forme d'abord pédagogique. Alors, ça suppose donc de faire un travail sur les mots, et les mots sont essentiels pour poser les problèmes dans les bons termes. Ajouter au malheur du monde, comme dit Camus, en employant des mots inadéquats, eh bien moi, je trouve ajouter à l'harmonie du monde en employant les mots justes. Voilà. Très bien, et vous avez écrit un livre exactement sur ce sujet, en tout cas sur la linguistique, Le roi des cons, quand, la langue française fait mal aux femmes. Du coup, qu'est-ce que vous avez essayé de faire passer comme message en écrivant ce livre? Ah, alors, c'est un livre que que je mijotais depuis 50 ans. Parce que en 71, quand je suis arrivée dans un groupe femmes, j'ai entendu et dit, comme beaucoup à l'époque, et encore maintenant, vous allez voir, elle s'est fait violer. Et une étrangère parmi nous a dit: «Mais c'est pas possible qu'on puisse dire ça en français, elle s'est fait violer», et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai mis longtemps à comprendre comment c'était construit. En effet, j'ai compris que la tournure «se faire» plus un verbe signifie que le sujet est volontaire. Par exemple, elle s'est fait naturaliser, elle s'est fait masser, elle s'est fait couper les cheveux, opérer, tout ce que vous voulez, le sujet est volontaire. Alors, qu'est-ce qu'on insinue quand on dit: «Elle s'est fait violer»? Bah, c'est qu'elle était d'accord. Donc, la seule tournure correcte, c'est elle a été violée. Elle a été violée. Si on veut le mettre à l'actif, c'est un tel a violé une telle.
mais en aucun cas elle s'est fait violer. Alors cet exemple et cent autres, je les analyse dans mon livre parce que je pense que les mots, pour une écrivaine comme moi, les mots sont des outils. Et si on prend des mauvais outils, on ne peut pas faire une œuvre juste, une œuvre logique, parce que tout découle de la façon dont on pose le problème. Et du coup, pour vous, la langue n'est pas neutre et donc dès le plus jeune âge, on nous apprend le masculin l'emporte sur le féminin. Ça veut dire qu'elle impose l'inégalité à travers les accords et l'usage, sexué des mots. Donc, avez-vous des exemples précis en tête et qu'est-ce que vous en pensez? Mais cette fameuse règle dont vous venez de parler, le masculin, au pluriel, le masculin l'emporte sur le féminin. Eh bien, c'est pour vous dire qu'il y a des féministes précoces, parce qu'il y a beaucoup de gens, garçons et filles, qui sont rentrés de l'école en disant: «On a appris cette règle, mais je ne comprends pas comment ça se fait». Alors heureusement qu'on leur a pas appris la motivation qu'avait donnée le grammairien Bosé au XVIIe siècle. Le féminin, le masculin l'emporte parce que plus noble, parce que comme argument, c'est faible. C'est vraiment un argument d'autorité. Et surtout, cette règle ne date que de 3 siècles, un peu plus de 3 siècles, alors que pendant les 10 siècles précédents, où le français s'est peu à peu constitué, on appliquait la règle latine de accord avec le nom le plus proche. Donc, ce qui existe depuis 3 siècles, c'est le machisme dans la grammaire, et nous, les féministes, nous changeons cela parce que beaucoup de choses ont changé en 50 ans. Si vous saviez, je m'en réjouis tous les jours de voir comment les jeunes générations emploient naturellement des féminins pour les métiers, alors qu'autrefois, on ne pouvait pas imaginer qu'une femme se dise avocate, mais maintenant on voit même pas le problème. Vous voyez? Du coup, cet aspect sexiste, est-ce qu'on la retrouve vraiment que dans la langue française ou les langues latines en général? Ou est-ce que ça diffère selon les langues? Parce que je pense notamment à l'anglais, qui n'est pas une langue genrée et est-ce que ça permet d'éviter les inégalités? Vous avez raison, l'anglais est un bon exemple parce qu'en effet, on n'entend pas writer, on n'entend pas la différence. Mais bien entendu, si c'était aussi simple, par exemple, le finlandais et le finnois et le hongrois non plus n'ont pas de genre du tout. Alors là, ça serait encore mieux. Ça serait vraiment trop bien si ça suffisait. Ben non, le machisme, c'est quelque chose qui s'impose dans notre monde, dans nos relations. Et la langue, dans certaines langues, c'est plus visible que dans d'autres. Alors, c'est moins visible en anglais, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de machisme en anglais. Ou par exemple, regardez en italien, quand on dit la calasse, par exemple, eh ben, j'étais très étonnée de découvrir qu'on ne disait pas le, par exemple, Caruso ou un grand chanteur. On dit là seulement pour les femmes, ça remplace madame. Et il y a plein, plein, plein de différences comme ça, subtiles dans presque toutes les langues. Évidemment, c'est un long chemin de travailler sur la langue. C'est un long chemin, mais si on fait attention à tout ce qu'on dit, et ça demande beaucoup de réflexion, et c'est plus facile à l'écrit qu'à l'oral, si on fait attention, on s'apercevra que petit à petit, on fera entrer dans les oreilles de nos auditeurs, vous voyez, et auditrices, l'idée que les femmes existent, sont là pour moitié, et que tant pis si c'est plus long de dire spectateur et spectatrice, tant pis si c'est plus long, l'égalité est à ce prix. Et au demeurant, pour ce qui est de l'écriture, on peut très bien trouver des tas de tournures comme les personnes qui nous écoutent, voilà, comme ça il n'y a pas besoin de faire un double pluriel. Il y a toutes sortes de techniques pour rendre ça léger, mais même si c'est un tout petit peu plus lourd, l'égalité est à ce prix. Je voulais savoir, vous, est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire ou est-ce qu'on pourrait se contenter de ce qu'on a aujourd'hui? Ben, on serait vraiment bien bête parce que on n'est qu'au début du commencement du premier pas vers l'égalité. On est loin, 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 loin. Il y a tellement encore de résistance. Ça va beaucoup mieux, mais on se contenterait de peu si on s'en tenait là. Il faut jamais relâcher parce que dès qu'on dit: «Ouf, ça y est, on se repose, on se calme», eh ben, on reçoit un nouvel assaut du patriarcat terrible. Le meilleur exemple, c'est Simone de Beauvoir dans le début du deuxième sexe. Elle dit: «Oh, le féminisme s'est dépassé, maintenant on va pouvoir…» enfin voilà, elle dit, elle dit que c'est dépassé. Pourquoi? Parce que le droit de vote est passé en 1944, et des féministes
faisait campagne, faisait toutes sortes de démarches et de manifs pour l'obtenir depuis 1848. Alors effectivement, on était arrivé à quelque chose en 96 ans. Donc penser qu'on est arrivé à grand-chose en 50 ans du féminisme moderne, c'est vraiment s'illusionner. Il y en a pour 2, 3, 4, 5 siècles à peu près. On compte sur vous, la relève. Merci beaucoup Florence, d'avoir été avec nous du coup et d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que pour, finir cette, mini interview, est-ce que vous avez des recommandations de lecture, de podcasts, de personnalités à suivre, pour promouvoir le féminisme? Pour la langue, en tout cas, la personne la plus compétente dans ce domaine, c'est Eliane Viennot. Elle a écrit beaucoup de livres qui sont très agréables à lire, très enjoués et puis très profonds avec beaucoup de références. Ça, sur la langue, c'est vraiment elle. Et puis, il y a tant de livres qui sortent en ce moment. Ça, c'est une bénédiction que les éditeurs trouvent que le féminisme maintenant a un bon filon. Ah oui, tous les textes parus chez Sisyphe. Je recommande la très, 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 très grande féministe Andrea Dworkin, Dworkin. Il y a peu de textes traduits en français, mais ce sont tous des textes majeurs, des textes coup de poing, des textes d'une énergie folle qui n'ont rien perdu de leur actualité alors qu'ils datent de 20, 30, 40 ans. Elle est toujours actuelle et trop peu connue en France. Et puis il y a aussi Catherine McKinnon. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a tant de livres à lire. Je vous invite à chercher par vous-même dans quel domaine vous voulez. Il y a ce qu'il faut. On va pouvoir s'occuper alors. Merci beaucoup.